Skill-based organization, alors pour le faire très très simple, on peut se dire déjà, c'est quand il s'agit de formation, c'est de ne plus raisonner en termes de catalogue de formation, mais de raisonner en termes d'impact sur la performance de l'organisation. Et qui dit impact sur la performance dit développement des compétences des collaborateurs. C'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments clés de la performance de l'organisation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Franck Gaillard. Bonjour Franck. Bonjour Clément. Alors Franck, tu es le Chief Learning Officer chez Billink. Tu vas nous en dire plus sur ton parcours et sur Billink, que tu as rejoint il y a quelques mois, il me semble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, la Skills-Based Organization. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, elle est très séduisante. C'est organiser l'entreprise non plus autour des postes et des organigrammes, mais autour des compétences réelles des individus. Pour certains, ça vous parle certainement. Pour d'autres, ça ne vous parle sûrement pas. Et aujourd'hui, on va passer 30 minutes avec toi. Tu es un peu l'expert ou tu es un des experts du sujet et tu vas nous décrypter un peu comment tout ça fonctionne et comment le mettre en œuvre dans son organisation. Allez, assez parlé de mon côté. Franck, je te propose de te présenter. Oui, merci. Écoute, me présenter. Je fais référence à 3 temps particuliers. J'ai un background en psychologie cognitive, neurosciences. J'ai étudié surtout à l'époque la relation structure-fonction, le neurone, les comportements, la mémoire. Rapidement après ça, je me suis retrouvé officier de marine pour définir les méthodes de formation dans la marine, centre d'instruction navale de Saint-Mandrier. Un peu plus tard, où j'ai rejoint le monde du privé, je me suis retrouvé à gérer la formation dans une entreprise qui est Alstom. Et j'ai occupé différents postes jusqu'à ces 10 dernières années, avoir été en charge de la formation pour le groupe, pour 80 000 collaborateurs dans 63 pays. Et effectivement, j'ai rejoint Billink, qui est une société tech, assez récemment, puisque c'était en janvier, mais justement pour mettre à profit finalement cette expérience à destination de nombreuses entreprises qui utilisent nos solutions, avec l'intention finalement de les aider à disposer de systèmes, d'écosystèmes learning plus intelligents, plus personnalisés, plus connectés également avec d'autres interfaces, d'autres systèmes d'information. Donc, Chief Learning Officer chez Billink, c'est ça. Du coup, c'est Voilà, aider les organisations à absolument. monter en termes de niveau, j'imagine, Ouais, ce tout qui à est fait. fait. Alors, c'est pas du tout un rôle classique de directeur de formation interne à une organisation. Il s'agit effectivement plutôt de partager une vision, d'ailleurs de la construire sur la base des échanges que j'ai avec les clients, en comprenant leurs enjeux, les orientations en matière de formation aujourd'hui dans les organisations, en particulier dans les grands groupes, et de transférer ça dans la vision produit de Billink et assurer finalement l'appui aussi des équipes commerciales quand il s'agit de sujets stratégiques avec leurs clients pour faire le lien entre ce qui est l'évolution du marché, la pédagogie, l'intelligence artificielle et évidemment ce sujet des compétences dans les différents groupes au profit desquels on met nos solutions. Et alors, la Skills-Based Organization, en quelques mots, qu'est-ce que c'est, si tu devais la décrire? Skill-based organization, alors pour le faire très très simple, on peut se dire déjà, c'est quand il s'agit de formation, c'est de ne plus raisonner en termes de catalogue de formation, mais de raisonner en termes d'impact sur la performance de l'organisation. Et qui dit impact sur la performance dit développement des compétences des collaborateurs. C'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments clés de la performance de l'organisation. Et c'est généraliser cette approche à l'ensemble des fonctionnalités RH. C'est-à-dire que finalement, le pivot des activités RH devient la compétence elle-même. Et que ce soit en vue de recruter des collaborateurs, que ce soit en vue de développer la compétence ou de favoriser l'onboarding de collaborateurs, que ce soit en vue de mobiliser les collaborateurs au travers de la gestion de la performance, voire même du reward, enfin de la rémunération par exemple, ou même de prédire les besoins en effectifs de collaborateurs selon les compétences dont on aura besoin dans les projets de demain. Voilà, toutes ces activités RH deviennent orchestrées autour de cette notion unique et commune que devient la compétence. Et alors, comment on définit les compétences de l'organisation? C'est un peu le sujet, enfin, j'ai l'impression que c'est ce dont on parle.
Oui, alors le comment, on peut le définir par la définition de la compétence. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une compétence et donc comment on doit les formuler pour qu'elles soient profitables à toutes ces fonctions de RH de l'organisation. Mais ça, c'est, je dirais, la part la plus simple. Finalement, une compétence, c'est des tâches à exécuter en mobilisant des moyens particuliers pour produire un résultat particulier, tout ça en vue d'une finalité d'ensemble qui est souvent la mission de l'organisation elle-même. Mais la partie plus complexe de l'affaire, c'est que ça doit devenir un langage commun. Finalement, on est en train d'établir, quand on établit Skill-Based Organization, on établit un référentiel de compétences et ce référentiel doit devenir le langage que tout le monde va pratiquer dans l'organisation demain. Alors j'allais dire les humains et les systèmes, parce que bien sûr, recruteurs, responsables des talents ou formateurs vont s'appuyer sur la même brique élémentaire que sera cette compétence. Mais il s'agira pour eux de communiquer entre eux. Donc, il faut qu'ils soient satisfaits finalement de ce référentiel eux-mêmes et de pouvoir l'utiliser à leurs besoins respectifs. Mais aussi avec les systèmes, c'est-à-dire que si c'est bien formulé, ça devient un outil très puissant, un gisement d'informations très puissant pour les intelligences artificielles notamment, qui vont pouvoir produire des éléments complémentaires, que ce soit depuis un référentiel de compétences, une job description, une offre d'emploi, ou encore des éléments de prédiction sur les effectifs en fonction des besoins de demain, ou des objectifs de performance sur la base d'objectifs SMART formulés par des systèmes à partir de ce qu'on connaît du contexte de l'emploi et du référentiel de compétences qu'on a établi. Il y a des entreprises qui en sont à un stade avancé sur le sujet? Alors, je dirais que dans bien des entreprises, le sujet reste encore un peu théorique, c'est-à-dire que ceux qui ont le plus développé le concept, c'est finalement Deloitte avec la mise en avant de ce concept de skill-based organization, où finalement toutes ces fonctions RH seraient bien établies là-dessus, jusqu'à la rémunération, qui nécessiterait de valoriser une compétence, même en termes financiers, pour définir des rémunérations. Mais en réalité, très peu d'entreprises vont jusque-là aujourd'hui. Et je dirais même que si je suis amené à en parler aujourd'hui de plus en plus fréquemment dans mon activité, c'est que souvent, le point de départ de ces démarches de skill-based organization, c'est justement la sphère du learning, qui très rapidement embarque le talent et qui essaime finalement autour de cette fonction learning au profit des autres organisations RH, des autres fonctions RH. Et donc, ça reste quand même assez confidentiel aujourd'hui, un déploiement très avancé du SBO. En revanche, la plupart des grands groupes aujourd'hui le voient comme une cible à atteindre. Et alors, tu as été côté entreprise, donc tu vas comprendre la question que je vais te poser, mais beaucoup d'équipes formation se disent, mais en fait, quel outil il faut utiliser? J'ai le SIRH qui pourrait le faire. Mais bon, finalement, l'expérience n'est pas terrible à chaque fois si on se dit les choses. J'ai mon LMS, j'ai acheté un LXP, j'ai des talent plateformes qui me contactent, on pense à 365 Talents notamment. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme outil? Ou en tout cas, toi, quel est ta reco? Est-ce que côté entreprise, tu avais fait ce travail de te dire quelle est la bonne stratégie et qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui? Oui, alors. Billing, bien évidemment, je me doute, mais au-delà de Billing. Oui, effectivement, si on reste un peu générique, c'est une solution qui soit capable de mettre en relation tous les différents systèmes RH de l'organisation, mais en utilisant un pivot central qui est celui de la compétence. Il faut vraiment que toutes ces autres fonctions RH aillent puiser dans un socle commun, dans un stock commun finalement d'un référentiel qui a été conçu pour servir les différents besoins de l'organisation, et en particulier les besoins RH, mais qui ont évidemment pour finalité ultime de contribuer à la performance de l'organisation. Donc un système qui soit facile à interconnecter, hein, donc facile à établir pour qu'il puisse puiser ou écrire des informations dans d'autres systèmes, mais en ayant finalement au cœur un référentiel de compétences qui a été défini pour l'organisation, tout en mettant en garde sur le fait que ce référentiel, il a une vocation à avoir une cohérence interne, servir les intérêts de l'organisation, être en phase avec le travail réel de l'entreprise, mais dans une certaine mesure aussi avoir une cohérence avec l'externe. Et c'est en quoi, je pense, très important de
recourir, en tout cas s'appuyer sur des référentiels externes conçus par des personnes dont c'est le métier au quotidien. Et je pense à des référentiels tels que le référentiel opérationnel des métiers des emplois de France Travail, ou encore l'ESCO. Enfin, il y en a de nombreux référentiels officiels. Mais si on a la chance de partir d'une page blanche ou presque, c'est vraiment très important de s'appuyer sur des référentiels, des standards qui permettront ensuite au système qui sera installé dans une organisation de communiquer avec les interfaces externes, les job boards, que l'ATS se connecte avec toutes les candidatures du marché et fluidifie finalement la disponibilité des compétences en interne, que ce soit par la mobilité interne ou que ce soit par le recrutement externe. Et en parlant de formation et de contenu, tu l'évoquais tout à l'heure rapidement, les catalogues de contenu tels qu'on les a connus, traditionnels, en effet, ils vont aujourd'hui, on peut le dire, être dépassés par tout ce qui arrive, à la fois l'IA, mais aussi la skills-based organization, les outils qui vont permettre de traquer les compétences de chaque collaborateur. Mais comment on recommande les bons contenus? C'est un peu la question qu'on peut se poser côté équipe L&D. C'est en fait, ok, super, on met ça en place, mais après, comment on va faire pour aller plugger le bon contenu dans le quotidien du collaborateur pour qu'il passe un step niveau compétences? Est-ce que tu as la solution magique? Oui, Magique, je sais pas si j'ai la sais pas. solution magique. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs choses très importantes finalement dans ce que tu évoques, mais j'en vois une déjà cruciale, c'est le contexte du quotidien du collaborateur. C'est-à-dire que parmi tous les mouvements qu'on observe dans ce changement de paradigme là, qui est en train de se mettre en place, il y a le fait de déplacer la formation. Alors, Josh Bersin, qui évoque souvent ce concept, parle de learning the flow of work, mais l'idée, c'est clairement que on se déplace vers le travail réel, vers l'instantanéité, vers la mise à disposition de la connaissance au moment où on en a besoin, et de manière quasi instantanée. Donc on voit se déplacer le terrain de jeu vers les outils collaboratifs, vers le chatbot d'entreprise, et donc la recommandation et la personnalisation de l'offre de formation, elle peut passer par là déjà. C'est finalement, alors que le collaborateur en a besoin, dans l'outil qu'il utilise pour son travail quotidien, lui permettre d'interroger les sources d'informations de l'organisation, comprenant par exemple les catalogues de formation disponibles dans les plateformes de formation de l'organisation, et lui permettre de puiser dans ses ressources pour obtenir une réponse ou pour se voir recommander un parcours de formation qui au passage lui sera personnalisé parce que connecté via des outils de connexion type MCP pour les intelligences artificielles à l'ensemble des ressources qui sont disponibles dans le LXP ou le LMS de l'entreprise. Et à quel rythme il faut mettre à jour son référentiel de compétences? Ça bouge régulièrement ou une fois qu'il est figé, tu parlais de référentiels connus et reconnus, on est plutôt bon sur 90% de la base? Alors, c'est effectivement un sujet important, celui de l'actualisation, parce que le problème numéro un vis-à-vis de l'emploi, c'était révélé d'ailleurs récemment par le World Economic Forum, c'est que voilà, d'ici 2025, par exemple, 40% des compétences auront changé dans les emplois d'aujourd'hui. Donc, on a vraiment besoin de référentiels qui soient dynamiques. On ne peut pas se contenter de référentiels statiques qui ont été définis une fois pour toutes et qui, dans 3 ans, devraient être refaits complètement, puisque plus du tout adaptés à la réalité de l'emploi de demain. Donc, effectivement, il faut qu'il soit actualisable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on passe son temps à réactualiser le référentiel. En revanche, s'il s'appuie sur des référentiels standards externes, des standards officiels, nationaux, internationaux, ces mêmes standards, eux, évoluent de manière dynamique. Il y a des versions de ces référentiels. Et donc, on peut s'appuyer sur ces évolutions pour revisiter le référentiel dont on dispose dans l'organisation et le mettre en phase avec l'évolution des métiers sur le marché de l'emploi. Maintenant, ça peut ne pas être la seule source de modification, puisque finalement, ceux qui exercent le métier sont ceux qui savent de quoi est fait le métier et sont naturellement des contributeurs à l'évolution de ce référentiel. Il faut que le dispositif d'ensemble soit à l'écoute à la fois des évolutions des référentiels de compétences, des évolutions des activités sur le marché de l'emploi, mais aussi des remarques que remontent, en tout cas des souhaits que remontent finalement les opérationnels pour faire évoluer ces référentiels eux-mêmes pour que ça corresponde réellement à leur activité de terrain. Donc si on parle de fréquence, voilà, on est toujours... alors
Dans le passé, c'était 1, 2, 3 ans, avec des référentiels statiques. Parce que bien qu'il soit statique, il fallait quand même y revenir. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sous l'année, parce que très rapidement, on dérive. Notamment depuis l'arrivée de l'IA, on voit se multiplier les applications spécifiques au métier pour augmenter, accélérer le travail des collaborateurs. Donc ça a un impact direct et instantané sur les référentiels. Doctolib qu'on recevait récemment me disait qu'ils avaient créé une compétence là il y a un an, AI Fluency, un peu comme comme l'anglais. Le fait d'être fluent en anglais, c'est pareil côté AI, et ils ont mis ça en place justement pour assesser et pour suivre l'évolution des compétences sur ces sujets. Ça ne veut pas dire que si on est au niveau 1, on va être viré, mais ça veut dire que on va devoir avoir un plan d'accompagnement renforcé. Et c'est assez intéressant, et je pense que beaucoup d'entreprises pourraient s'en inspirer dans les années à venir. Ouais, on voit apparaître ça dans beaucoup de fonctions métiers, une compétence qui se rapporte justement à l'optimisation des processus de travail, et qui incorpore justement des processus robotisés ou le recours à l'IA pour accélérer la réalisation des tâches ou augmenter la performance des équipes. Et la SBO, toi qui es au contact de pas mal d'organisations, tu échanges avec beaucoup de directions learning, c'est quelque chose vers laquelle on va dans la majorité des entreprises, où il y a encore un regard assez lointain vers tout ça? On sait qu'aux États-Unis, c'est très développé, dans les entreprises internationales, c'est très développé. En France, c'est quoi le constat? Alors, c'est plus un sujet d'entreprise internationale française, si on s'intéresse à la France. Et ça reste un objectif à atteindre. C'est-à-dire que... Et personne ne se dit, c'est pas intéressant. Ça pourrait être... Non, je n'ai pas vu ça. En revanche, je vois beaucoup d'entreprises qui visent cet objectif, et qui sont conscientes aussi d'en être qu'au démarrage. C'est-à-dire qu'elles sont, pour la plupart, encore en train de définir un référentiel de compétences, en regard duquel elles vont chercher à mettre en place des actions de développement en vue de favoriser le développement individuel, potentiellement développement de carrière, la mobilité interne. Et c'est le plus souvent limité à ça encore aujourd'hui. Même si l'ambition est beaucoup plus large, on en est encore plutôt à ce stade-là dans la plupart des organisations. Parce que c'est quand même une petite révolution dans le monde learning, parce qu'on a toujours pensé avec les jobs, avec les organigrammes pour l'évolution des compétences, et aujourd'hui... plutôt on pense la skills. Donc ça rebat un peu les cartes. Je me mets à la place d'un responsable formation. Tout à fait. Le concept de compétence, il a toujours existé. Il est sur la table depuis une trentaine d'années. L'ingénierie des compétences, on a vu ça évoluer de loin en loin avec des théoriciens spécialistes du sujet comme Guy Le Botter. Enfin, il y en a eu beaucoup. Et simplement, c'était pas un concept très praticable, très actionnable. Notamment parce que si on l'appliquait avec rigueur, ça demandait de mobiliser et de manipuler des milliers de données, des centaines de compétences dans les différents emplois. Or, ce qui a changé, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est praticable, c'est actionnable, c'est justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est capable de relier des concepts entre eux, en croisant les langues d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de fonctionner dans une seule langue, on peut le faire naturellement en multilangue. Eh bien, ça permet de mettre en correspondance ce que sont les descriptions d'emploi dans une entreprise et ce que sont les descriptions d'emploi dans les référentiels standards. Et très rapidement d'arriver à peupler des référentiels de compétences sur la base de référentiels standards au sein d'entreprises. Ce qui n'empêche pas et ne doit surtout pas supprimer l'activité qui va consister à adapter ces référentiels standards au travail réel de l'entreprise. Mais aujourd'hui, la génération d'un référentiel de compétences ne prend plus 6 mois, 1 an pour une organisation. Ça va très vite. Ça va se faire en quelques semaines, si on s'y applique et si on s'appuie sur des standards extérieurs. Alors, est-ce que Billink est une skills-based organization, en tout cas à le niveau de maturité qu'on peut espérer? Ou en tout cas, vous allez vers ça, peut-être? Oui, tout à fait. On s'applique nos recettes. C'est toujours une question intéressante. Bien sûr. Donc, on a reflété effectivement l'ensemble des emplois qui sont ceux de l'organisation dans nos systèmes. Donc, ce qu'on est capable de faire aussi, évidemment, pour nos clients. Mais donc, on dispose de représentations un peu sous forme de constellation d'emplois qui illustrent pour chaque individu qui utiliserait finalement cette constellation, la proximité des emplois ou la distance des emplois dans l'organisation par rapport
rapport à son propre poste, ce qui permet derrière ensuite de faire des correspondances, de viser pourquoi pas un poste cible, et puis d'examiner quelles sont les différences en termes de compétences entre le poste qu'on occupe, le niveau qu'on a de maîtrise de ces compétences et les compétences requises pour le poste qu'on vise. Et donc de se les assigner, ces compétences, et de chercher à les développer. Voilà, ça fait partie des outils qu'on a en standard dans nos solutions, qu'on utilise pour nous-mêmes. Et maintenant, on n'a pas déployé la totalité des aspects de la fonction théorique d'un skills-based organization, mais voilà, c'est la tendance. On y va également de manière à ce que ces principes ne soient pas seulement des principes théoriques, mais des principes appliqués, vivants et déployés dans l'organisation. Et ta vision, c'est aussi une vision avec de l'agentique, c'est-à-dire que demain, on va être accompagné par des agents, et je pense aux équipes L&D. Comment ça va fonctionner tout ça? Oui, alors c'est déjà incorporé finalement de certaines manières dans les solutions, puisque on a alors d'abord des copilotes. Alors je fais pas référence nécessairement au concept de copilote de Microsoft, mais en tout cas des IA conversationnels, voilà, qui vont répondre aux questions qu'on se pose, quel que soit l'utilisateur, administrateur ou manager ou apprenant. Et également, alors finalement, ces agents peuvent servir à des tas de choses, que ce soit la création de contenu, la définition de parcours, à aider à orchestrer un parcours d'ailleurs, ou à interfacer des systèmes et des sources d'informations. Mais c'est aussi un excellent outil pour scaler finalement la relation d'être à être finalement entre pairs. Je dirais que parmi les attributs de ce nouveau paradigme, on a justement le fait que, par contraste avec le passé où on a vu à un moment donné un passage du classroom training présentiel au digital learning, c'est une façon finalement de scaler à l'échelle de grands groupes, à l'international, la formation. Il y a un nouveau mouvement qui s'opère là et qui consiste à déplacer la relation, le coaching, le peer-to-peer learning pour le porter à l'échelle et en s'appuyant justement sur des agents conversationnels qui reproduisent en quelque sorte le comportement d'un coach, d'un formateur et qui le rendent donc disponible au travers de son expertise via sa matérialisation au travers d'une intelligence artificielle à l'échelle d'une organisation 24 heures sur 24 dans n'importe quel pays, en tout lieu, en tout moment. Et donc ça, c'est une des illustrations finalement de ce changement de paradigme qu'on observe vers le skill-based organization. Merci Franck pour tous ces détails sur la Skills-Based Organization. J'espère que ça vous a éclairé si vous ne connaissiez pas ce terme. On va maintenant passer au Fast and Curious. Le Fast and Curious, c'est quelques questions pour toi que tu as reçues en amont et des réponses que tu nous as apportées qui seront des partages pour nos auditeurs qu'on mettra en descriptif du podcast. La première question pour toi, c'est si tu devais décrire le futur de la formation en un mot, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors, je dirais systémique, puisque de toute façon, la formation en elle seule ne suffit plus. Hein, il s'agit absolument de connecter tous les éléments qui produisent la performance. La compétence en fait partie, mais il y en a d'autres. Et tout ça est relié au sein d'un écosystème, notamment de ressources humaines, qui permettent de servir une fonction de recrutement, une fonction de formation, une fonction de gestion de carrière ou encore de prévision sur les effectifs. Voilà, c'est ça le sujet de demain et ça passe évidemment par le skill-based organization. Un outil de formation que tu veux recommander à nos auditeurs ? Alors, l'essentiel, c'est qu'il s'agisse d'une plateforme de learning connectée aux compétences, évidemment, parce que c'est ce qui va changer la valeur du learning demain. Un livre ou un podcast ? Un livre ou un podcast. Alors, le podcast, je pense immédiatement à Never Stop Learning, puisque c'est le podcast de Gérard Pécou là, qui a été une découverte pour moi au moment où j'ai rejoint Billink. Qui a enregistré beaucoup d'épisodes. Exactement, il y a une Gérard centaine c'est super passionnant, on vous le recommande. D'entretiens avec des experts de la formation. Et je recommande vraiment parce que c'est un gisement pour ceux qui aiment écouter les podcasts, les transports le matin. Je le recommande vivement. Un blog, un site, une newsletter qui t'inspire ?
Ça reste le blog de Josh Bersin, parce que c'est vraiment le meilleure source, en tout cas celle que je considère la meilleure source de lecture du marché RH et learning aujourd'hui. Ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Franck. C'est la possibilité de découvrir de nouvelles choses et puis de les partager ensuite. Et une dernière question pour toi. Qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club qu'on n'a pas encore reçu? Quelqu'un justement qui est très investi dans ces approches de skill-based organization dans le domaine du learning. Et donc, il s'agit de François Debois, qui est en charge de la Learning Innovation pour L'Oréal. François, l'invitation est lancée. On aura peut-être dans un prochain épisode, François, qu'on salue, et toute l'équipe de L'Oréal. Merci Franck d'avoir partagé cette petite demi-heure avec nous. Si on veut poursuivre les échanges, et justement, si on est une entreprise et qu'on se dit tiens, j'aimerais avoir Franck Gaillard pour me conseiller et pour me donner quelques idées, on te contacte sur LinkedIn? Absolument. Parfait. Et voilà, le message est lancé. Merci en tout cas d'être venu avec nous pendant cet épisode du Learning Club. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Merci Clément.